Merci Pauline, bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous avons gagné cette guerre, nous avons chassé les terroristes, nous avons sécurisé le Nord. Et enfin, et ce n'était pas le plus facile, vous avez réussi à organiser des élections de façon incontestable. Et le vainqueur est aujourd'hui président du Mali. Voilà, c'était ce jeudi au stade du 26 mars de Bamako. François Hollande, qui s'est exprimé à la tribune à l'occasion de l'investiture du nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a été élu le 28 juillet dernier, 8 mois après l'opération Serval qui a chassé les djihadistes des villes du nord du pays. Alors les défis qui attendent le nouveau président sont évidemment nombreux. En premier lieu, la réconciliation avec les Touaregs qui réclament, vous savez, l'autonomie de l'Azawad. Le gouvernement malien y est réticent, prêt tout au plus à une décentralisation renforcée. Alors, quelle solution politique? Une nouvelle guerre peut-elle se profiler? Les djihadistes peuvent-ils revenir? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Ramata Maïga Coulibaly, bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Avec nous, Moussa Ag Assarid, bonsoir. Vous êtes le président de la cellule Europe du MNLA, secrétaire d'État à la communication du Conseil transitoire de l'Azawad. André Bourgeot, bonsoir. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Et puis avec nous, Jean-Karim Fall, bonsoir. Jean-Karim, rédacteur en chef à France 24 et grand spécialiste de l'Afrique. On écoute tout de suite le nouveau président malien dit IBK. Dans son discours d'investiture, il a rappelé les défis qui l'attendent. La reconstruction de l'armée est également une ardente priorité. Nous devons disposer d'une armée forte républicaine. Une armée respectueuse des droits humains. Enfin, nous nous attacherons à construire avec les agents économiques un environnement d'opportunités nouvelles, nécessaires à l'épanouissement de chacun. Ramata Maïga Coulibaly, est-ce que vous pouvez dire ce soir, c'était un grand jour pour le Mali, vous vous sentez fier? Oui, je suis très fière pour ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Mais avant de dire que je suis fière, je salue les Maliens. Je salue les Maliens et plus particulièrement la population du Nord pour avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Et en même temps, je salue toute cette communauté internationale, les gens que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas, qui ont œuvré pour la paix au Mali. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment fière pour mon pays, que les Maliens, dans tout ce qu'ils ont vécu, dans leur chair et dans leur âme, aient pu, avec, disons, sérénité, angoisse, mais sérénité, élire leur président de la République. 77%, c'est quand même rien, c'est un plébiscite. Et donc, d'aujourd'hui, je me réjouis de cette élection, bien que, n'étant pas dupe, qu'il y a des problèmes qui sont... Et on va en parler, en effet, parce qu'il y a de grands défis, en effet, qui attendent ce président et la situation est loin d'être réglée. Exactement. Moussa Gassarid, c'était un grand jour aujourd'hui pour le Mali? C'est un grand jour pour le Mali, mais c'est qu'une étape. Il faut le remettre dans son contexte. Les accords de Ouagadougou du 18 juin dernier ont permis, sur un processus que la communauté internationale a élaboré, d'avoir la tenue de ces élections dans un climat, on va dire, apaisé et avec la participation des différents mouvements de l'Azawad. Donc pour nous, c'est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Nous saluons effectivement que le Mali ait un président avec lequel nous allons discuter pour trouver des solutions que les précédents présidents n'ont pas pu avoir. Cela fait plus de 50 ans que nous nous battons pour une résolution politique d'un conflit qui se déroule encore et qui n'a pas trouvé de solution.
Et on va en parler, évidemment. André Bourgeault, cette investiture, cette image d'Ibeka entourée de cette vingtaine de chefs d'État africains et de François Hollande, d'ailleurs, on le rappelle, quand même, seul chef d'État occidental à avoir fait le déplacement. Est-ce que c'est une image on peut dire que c'est la victoire de la démocratie sur le terrorisme? C'était un grand jour pour le Mali, vous partagez cette idée? En tout cas, oui, c'est un grand jour dans la mesure où c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est un grand jour aussi parce que le score, 77% des électeurs, c'est quelque chose d'énorme, d'inattendu. Dans le meilleur des cas, les observateurs dont je faisais partie pensaient 30-35% avec tous les dysfonctionnements qu'il y avait. Donc ça caractérise quand même aussi un comportement citoyen responsable et l'envie de tourner la page par rapport à ce qui s'est passé pendant plus d'un an et demi. Donc c'est une victoire de la démocratie. C'est pas gagné. C'est une victoire ponctuelle. Je dis bien ponctuelle. Et c'est pas gagné. Si on fait attention à ce qu'a dit le président Hollande, il considère que l'ensemble du Mali est sécurisé. Je ne le crois pas, compte tenu du fait de ce qui se passe dans le septentrion malien depuis une dizaine de jours et les positions différentes, y compris à l'intérieur de certains mouvements armés tels que le Mouvement national de libération de l'Azawad. Vous avez d'un côté... Donc monsieur est l'un des représentants, on rappelle pour nos téléspectateurs. Il y a eu sur le principe, le président Ibeka a pris la décision de créer une réunion de pré-concertation qui s'est terminée hier. Il y avait 2 représentants du MNLA qui font l'objet, ainsi que M. Moussa Agues Saïd, de mandats d'arrêt international et qui siégeaient dans cette commission. Et ces mandats d'arrêt international ont été délivrés par la justice malienne. En conséquence de quoi, on peut s'interroger s'il n'y a pas quelque chose qui va dans le sens de l'impunité. Ça, c'est pour la situation à Bamako. Maintenant, au nord, il y a eu quand même des affrontements interethniques entre les différents groupes armés, particulièrement à la frontière algérienne. Mais pardonnez-moi, mais André Bourgeault, impunité, il y en a dans tous les camps. Il y en a du côté du MNLA, mais il y en a aussi de l'impunité du côté de l'armée malienne. Je ne parle pas d'une manière générale, je parle d'un cas bien concret. Vous avez des personnes qui ont fait l'objet de mandats d'arrêt international. C'est quelque chose de concret, je ne vais pas parler de généralité. Bon, ces 2 personnes-là, il y a une partie du peuple malien qui a été un peu heurtée de voir que ces gens-là siègent et représentent. C'est quand même un problème réel. Je crois qu'il ne faut pas l'occulter. Je n'ai pas de jugement à formuler là-dessus, mais il y a une loi, il y a une décision de justice. La décision de justice, elle doit s'appliquer. Si elle ne s'applique pas sur des éléments du Mali... mais la justice devra passer aussi, peut-être du côté de l'armée malienne, peut-être aussi du côté du capitaine Sanogo. Absolument. De toutes parts. Absolument, mais pour le moment, on ne parle pas du capitaine Sanogo, on parle des 2 membres du MNLA. Qui ont participé. Le capitaine Sanogo a été promu de capitaine. Général. Oui, avec une promotion vertigineuse de général de brigade 4 étoiles. À ma connaissance, personne n'a dénoncé cette promotion vertigineuse, y compris le président Ibeka. Et on dit d'ailleurs qu'il pourrait être prochainement un proche conseiller devenir un proche conseiller du président Ibeka. Oui. Bon, donc en effet, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Donc est-ce que ce n'est pas une continuité? J'aurais Jean-Karim Fall d'abord et puis ensuite je vous donne la parole. Encore un mot sur cette investiture, sur cette image de cette investiture, le fait que tous les pays de la sous-région étaient représentés. C'est aussi une guerre qui a été gagnée parce qu'il y a eu peut-être pour une fois une coopération régionale. Est-ce qu'on peut le dire, ça, Jean-Karim Fall? Oui, il y a eu une coopération régionale. Qui a manqué peut-être les années... Peut-être les années précédentes, certainement. En tout cas, là, au cours de ces 12 derniers mois, on ne peut pas faire procès à la CEDEAO et à l'Afrique de l'Ouest de ne pas s'être impliqués. Après, les pays qui se sont impliqués avaient eux-mêmes leurs propres faiblesses logistiques, militaires et tout ça. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a eu l'apport des troupes françaises qui a été décisif. Mais sinon, il y a eu une réelle volonté, que ce soit à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, et même au-delà de la CEDEAO, on le soulignera jamais assez, un pays comme le Tchad s'est investi plus que, je dirais, son statut de pays d'Afrique centrale lui aurait permis, s'est investi dans ce conflit. Donc l'Afrique de l'Ouest s'est vraiment mobilisée, ça il ne faut pas le nier, et ils sont tous venus aujourd'hui rendre hommage à quelqu'un qu'ils connaissent. Ibeka n'est pas un nouveau venu en Afrique de l'Ouest, ça fait des années. Bon, il faut le rappeler, il a d'abord été Premier ministre dans les années 90 d'Amadou d'Alpha Omar Konaré, et puis également sous ATT, c'était, je dirais, un personnage public qui écumait ce qu'on dit communément les présidences ouest-africaines. C'est-à-dire, il est connu. Ses pairs aujourd'hui sont ses amis, pour la plupart.
Ramata Maïga Coulibaly, on a été très étonnés en entendant votre nouveau président qui s'est dit vouloir être le président de la réconciliation. Dans son discours, il n'a pas été beaucoup question de réconciliation. Je crois que le terme n'a même pas été évoqué d'ailleurs. Est-ce que vous avez été étonné ? Oui, absolument. Bon, il en a parlé dans ses discours précédents. Oui, mais aujourd'hui, c'était un discours d'investiture quand même. Oui, bon, je n'ai pas tout écouté, il faut le dire, parce que je n'étais pas là. Mais quoi qu'il en soit, il a été bien ferme sur la réconciliation. D'ailleurs, la commission, c'est dialogue et réconciliation. Et il a bien dit, dès qu'il a été élu, que ce serait vérité, dialogue, justice et réconciliation. Donc, or, sur la justice, il a été intransigeant, que la justice sera rétablie dans ce pays. Que ce soit du côté des rebelles, comme on les appelle, moi je ne les appelle pas des rebelles, voilà, tout simplement, c'est des personnes qui se sont mis avec d'autres personnes pour venir agresser le Mali. Donc que ce soit de ce côté-là, ou que ce soit du côté des militaires, ou que ce soit même, ne fût-ce que la justice, du justiciable, que la justice va être rétablie et que la justice va passer. Donc moi et nous autres, nous sommes confiants, s'il l'a dit, que la justice va passer. Parce que dans ce pays, c'est sûr, nous avons un gros problème au niveau de la justice. Et que la justice doit être rétablie pour que le Mali soit un État fort. Nous attendons un État fort parce que ce qui s'est passé au Mali, d'ailleurs, il l'a dit dans son discours que plus jamais ça. Plus jamais ce qui s'est passé au Nord. Pour des personnes qui disent que nous avons été meurtris, nous n'avons pas été développés, il faut que le Nord soit développé. Et la première des choses que ces personnes font, c'est de s'allier avec d'autres personnes pour venir détruire, casser. Je me demande pour où le se MNLA trouve le développement. Qui s'est allié à un moment donné avec les djihadistes. Bon, alors là, vous allez me dire non, comme vous avez souvent dit non sur ce plateau, mais ça correspond quand même à une réalité, en sardine aussi. Un dernier mot, je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir répondre. Ramata Maïga Coulibaly, vous êtes pour l'autonomie de l'Azawad, ou est-ce que vous êtes, je sais, vous levez les sourcils parce que vous savez qu'elle va me dire non, mais je lui pose quand même la question, ou est-ce que vous êtes sur la ligne gouvernementale, c'est-à-dire pour une décentralisation renforcée ? Moi et tout le Nord, nous sommes des Maliens. Depuis 1960, nous sommes Maliens. Nous sommes nés Maliens, nous sommes Maliens et nous resterons Maliens. Pas d'indépendance. Voilà, pas d'indépendance. Voilà, le président a parlé d'une décentralisation et cette décentralisation qui avait commencé depuis longtemps. Et d'ailleurs, derrière cette décentralisation renforcée, nous allons rester vigilants aussi. Moussa Assari, la décentralisation renforcée, est-ce que c'est un premier pas ou est-ce que clairement pour vous, ce n'est pas suffisant ? Non, il faut savoir d'abord pourquoi ce conflit et pourquoi le monde est venu au Mali. Pourquoi il y a eu cette intervention et pourquoi aujourd'hui Ibeka est là où il est. Et à notre connaissance, le conflit qui oppose l'Azawad, les Azawadiens, et l'État central de Bamako a plus de 50 ans. Nous avons accepté la tenue des élections pour trouver une solution politique. Il ne s'agit pas d'un problème ethnique, il ne s'agit pas d'un problème de développement, il s'agit bien d'un problème politique pour lequel il faut trouver une solution politique. Et si Ibrahim Boubacar Keïta, élu président aujourd'hui, dans les circonstances que nous connaissons tous, ferme la porte à la négociation en disant il n'y aura pas d'indépendance, ok, il n'y aura pas d'autonomie, qu'est-ce que nous allons négocier alors ? Pour nous, la décentralisation a montré ses limites. Et si il n'y a pas de négociation sur l'autonomie, ça veut dire tout simplement que faites ce que vous voulez. Ça veut dire que vous reprendrez les armes ? Absolument. Nous nous battrons jusqu'au moment où les droits des Azawadiens, pour la suite. Jusqu'au moment où les droits des Azawadiens seront rétablis. Et par rapport à la justice, nous n'avons jamais connu de justice au Mali. Vous dites qu'il y a des mandats contre certains membres du MNLA. Il faut commencer d'abord par la justice aux citoyens, aux premiers citoyens. Et nous savons ce que les citoyens maliens ont enduré de manière générale, et surtout les Azawadiens en particulier, depuis 1963. Les massacres qu'il y a eu, un capitaine qui renverse un président légitimement élu,
on n'en parle pas, on le met même au plus haut sommet de l'armée. Et nous avons été sous un mandat politique. Il y a la Cour pénale internationale qui est saisie. Laissons la Cour pénale internationale faire son travail et nous réclamons qu'il y ait un tribunal pénal indépendant, international, pour juger de tout cela. Donc André pour nous, Bourgeot. la décentralisation, il n'en est pas question. Il n'en est pas question de la décentralisation. André Bourgeot, ensuite Jean-Karim Fall. Oui, il y a 3 choses. Je crois qu'il faut resituer le débat sur des faits concrets actuels. C'est ça qui paraît intéressant. Ce n'est pas par hasard qu'on refuse de discuter sur des faits concrets actuels, sur des problèmes bien précis. C'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux Azawadiens, j'éprouve la nécessité, en tant que chercheur, de dire qu'est-ce que c'est que l'Azawad. L'Azawad, c'est la partie comprise entre Tombouctou et Arawan, qui est sillonnée par des nomades Brabiche et Tormod, 380 km². Voilà, c'est ça l'Azawad au sens géographique du terme. On va voir une carte. On va voir la carte en jaune. Vous êtes d'accord avec ça, André Bourgeot, Jean-Karim Fall? Non, c'est pas l'Azawad. Non, ça c'est pas l'Azawad, c'est plus au nord. C'est plus au nord. Si vous permettez, je ne vous ai pas coupé, je continue mon raisonnement. Si on peut revenir sur la carte, je c'est bien continue plus mon au nord. raisonnement. Allez. Ça, c'est la carte du MNLA, ce n'est pas la carte de l'Azawad. L'Azawad, encore une fois, au sens géographique du terme, c'est ce que je viens de décrire, et je me lance un défi à quiconque de dire que ce n'est pas ça l'Azawad. Premièrement. Deuxièmement, au sens historique du terme. Si vous me dites qu'il y a eu une chefferie, un royaume ou un empire de l'Azawad, je vous écoute. Quand? Qui le dirigeait et faisait quoi? Ensuite, vous avez une troisième interprétation qui est une notion administrative et qui recouvre les gouvernorats de Tombouctou, Gao et Kidal. Je dis bien, ce sont des régions administratives, ce n'est pas du tout un territoire. Or, la propagande du MNLA était la suivante, il transforme des régions administratives en disant que c'était le territoire des Azawad qui était leur pays, qui était leur pays à eux, et donc qui veulent reconquérir leur pays qui leur appartenait. C'est une imposture historique, c'est un mensonge historique et je le souligne. En conséquence, je termine, je vous laisserai la parole, s'il vous plaît. Vous avez l'habitude de couper la parole, laissez-moi parler jusqu'au bout. C'est à vous. Alors, en conséquence de quoi, c'est légitimer effectivement les revendications d'indépendance en disant on a été conquis par les Maliens. C'est ça le discours. Je m'excuse, ça fait partie d'une propagande qui ne renvoie à aucune réalité ni géographique ni historique. Qu'un mouvement politique dise voilà, c'est notre territoire, j'en ai rien à dire, c'est l'objectif, mais qui veulent se prévaloir d'une antériorité historique, le chercheur que je suis ne peut pas l'accepter. Allez, un mot pour répondre, ensuite la deuxième. On fera une petite pause et ensuite on reprend. D'après la présentation que vous avez faite ici, André Bourgeot n'est pas l'avocat du Mali. Et c'est un chercheur, restez dans votre rôle. Et si nous avons choisi l'Azawad comme étant le nom d'un territoire, est-ce qu'il y a eu un royaume qui s'appelle Sud-Soudan? Est-ce que le Burkina Faso n'a pas changé de nom? Il s'appelait Haute-Volta, à ma connaissance. Donc pour le moment, de quel droit vous ne pouvez pas parler. Allez, en 1958 déjà, il y a eu... S'il vous plaît, juste pour terminer, moi aussi, vous m'arrêtez pas. Vous m'arrêtez pas, je termine. Vous savez quoi? On va faire une petite pause, on va se calmer, on va descendre. Voilà, la température va descendre sur le plateau, quelques minutes, on fait le temps du rappel des titres, on reprend notre débat. À tout de suite. S'il vous plaît, je vous respecte. Donc,